bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce nouvel Espresso. Tout d'abord, je dois excuser les éditions Melraki, donc Karine Sandon, jeune éditrice dans le Jura, qui ne peut malheureusement nous rejoindre aujourd'hui. Donc, nous allons faire cet Expresso avec uniquement deux éditeurs. Donc, l'Atelier des Noyers représenté par Claire Delbar et la Clé à molette par Alain Poncet. Donc, le principe reste inchangé. Vous avez donc chaque éditeur, vous avez 10-12 minutes. On va peut-être déborder un petit peu, donner un peu plus de temps puisque vous n'êtes que deux aujourd'hui. C'est Claire qui va commencer, c'est Alain qui va enchaîner. Et puis après, on se donne de 10 minutes, un quart d'heure s'il y a des questions de part et d'autre. Il y a un petit chat où vous pouvez déjà aussi poser quelques questions ou sinon, vous prenez la parole à la fin. Voilà, et ben, je vais laisser la parole tout de suite donc, à Claire Delbar pour les éditions L'Atelier des Noyers. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous ce matin. Donc, je vais rapidement vous présenter les éditions de l'Atelier des Noyers. Donc, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes situés à Périgny-les-Dijon, dans le dernier village au sud de l'agglomération dijonnaise, de la médiation autour du livre, à créer des collections autour des carnets. Donc, première collection en 2016 et depuis, les choses se sont développées. Donc, à ce jour, nous avons un petit peu plus de 100 titres au catalogue et notre concept est le suivant. Nous développons des livres en étroite collaboration avec des poètes contemporains qui dialoguent avec des œuvres graphiques contemporaines. La particularité que l'on a, c'est que l'on travaille dans tous les sens, c'est-à-dire que tantôt, c'est un texte qui va aller appeler le fait de chercher un univers graphique, tantôt, ça va être un univers graphique qui va appeler le fait d'aller chercher un texte, et dans un troisième cas encore, cette chose-là peut s'élaborer et se construire marche à marche, pas à pas, entre les deux artistes. Donc, cette idée, c'est l'idée de mettre le beau à disponibilité d'un maximum de personnes. Donc, nous avons été très attentifs au fait de proposer des ouvrages qui soient d'un coût acceptable afin de pouvoir les diffuser de manière le plus large possible. Nous imprimons nos livres en numérique. Ils sont imprimés chez Dicolor, qui est tout à proximité de Dijon, puisqu'on est à 10 km de chez notre imprimeur. Cela peut paraître anecdotique, mais dans une philosophie aussi d'écologie et de respect de l'environnement, l'idée de produire à proximité et de produire dans la juste quantité de ce dont nous avons besoin est aussi quelque chose d'important. Nous tirons nos ouvrages à 100 exemplaires pour le premier tirage et ensuite nous les réimprimons de 50 en 50 en fonction des besoins. Alors, pour certains, ça va être avec une fréquence relativement rapprochée et pour d'autres, eh bien, ça prendra plus de temps. Cela permet d'éviter la dépréciation des ouvrages, ça permet d'éviter le stockage inutile et de maintenir une qualité constante puisqu'on travaille avec le même imprimeur depuis le départ. Ça, c'est pour le cadre un petit peu, on va dire, technique de l'ensemble. Pour ce qui concerne la politique éditoriale, nous allons développer des ouvrages à la fois grand public, par exemple dans la collection pour enfants avec notre petit personnage de Grenouille Georgette, qui est un petit personnage qui est vraiment grand public, et on va avoir aussi une poésie contemporaine qui est beaucoup plus, alors je n'aime pas le terme élitiste, mais plus érudite, on va dire, et avec un catalogue qui se construit à la fois autour de primo-publiants et de plumes qui soient des plumes confirmées. C'est une volonté affichée, c'est une volonté de dire aussi que le spectre de la poésie est extrêmement large et qu'il peut revêtir des réalités extrêmement différentes. Donc ça, c'est pour donner un petit peu les lignes générales. Au tout départ, l'idée, c'était vraiment d'offrir la parité du beau entre le texte et l'image et avec la même place accordée à l'image, ce qui en poésie contemporaine n'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment affiché pour nous et qui est vraiment très important. Au départ, j'étais partie sur une petite collection de carnets avec l'idée du côté intime, du côté que l'on peut glisser dans la poche, que l'on peut mettre sur la table de nuit et dans un format qui est un format A6, donc une feuille A4 coupée en 4, qui permet de glisser comme celui-ci, qui permet de glisser dans la poche et éventuellement d'envoyer par la poste puisque c'est le format d'une enveloppe. Donc, il y a cette idée aussi de la poésie qui peut voyager au sein du catalogue. Les 3 premiers axes qui se sont développés, c'était des carnets de couleurs, carnets de vie et carnets de philo.
Et puis, de fil en aiguille, la réception de manuscrits a amené d'autres axes qui n'étaient pas forcément initialement prévus par, par la direction que je voulais donner, mais qui ont été accueillis et qui ont développé d'autres axes. Donc, nous avons eu ensuite des carnets de nature, des carnets de voyage, une collection qui s'est développée au format vertical, format portrait, puisque les œuvres qui étaient proposées imposaient cette verticalité. Donc, en fait, c'est l'idée aussi que le projet qui arrive et qui nous est proposé, eh bien, on travaille autour de ce dernier pour essayer de mettre le concept à disposition du public. Je peux donner comme exemple aussi, est-ce qu'il est là? Non, évidemment, il n'est pas là. On a un format panorama qui a été, qui est venu dans la collection parce que nous avions eu la proposition de photos qui étaient comme des panoramas et qui ne rentraient dans aucune collection. Donc, on a créé cette collection pour ce projet-là. C'est un travail qui est à la fois de précision, c'est un travail qui est long et qui est très chronophage, le fait de travailler en synergie avec auteur et plasticien et non pas d'accueillir un texte et d'aller choisir des illustrations. Nous, on travaille comme un trépied et en concertation entre auteur, plasticien et éditeur. Et nous considérons que le projet est abouti une fois qu'on arrive à avoir le consensus sur les 3 personnes. La vision de l'auteur par rapport à la mise en image n'est pas forcément celle que le plasticien va avoir quand il interprète le texte et c'est important que chacun puisse avoir sa vraie place. Et c'est ce que l'on revendique quand on dit que le texte est aussi important que l'image. Et j'insiste aussi sur le travail éditorial que nous faisons en arrière-plan et qui permet de donner une direction et une unité à nos collections. Quand on regarde les collections de cette façon-là, je vous propose quelques couvertures. On va pouvoir remarquer qu'en dehors de la petite collection de Leporello, on a des couvertures qui sont des couvertures assez neutres. On est en Garamond, on est sur un papier qui est beige clair et on est sur une charte graphique qui est vraiment minimaliste. C'est une volonté affichée aussi pour ne pas déflorer la richesse de ce que l'on va avoir à l'intérieur des ouvrages. Et ça nous permet surtout de faire unité sur l'ensemble des ouvrages puisque nous allons avoir des orientations extrêmement différentes. Donc, au bout assez rapidement à l'atelier des Noyers, nous avons d'autres disciplines artistiques qui sont venues nous rencontrer pour nous proposer d'aller faire des lectures musicales, des lectures jazz. Une chorégraphe à Aix-en-Provence a proposé de monter une lecture dansée de certains titres. Et en fait, le joli cadeau qui nous est arrivé avec la collection, c'est que d'une collection de poésie affichée au départ, eh bien, la transversalité des arts s'est assez vite mise en place. Je dirais à mon corps défendant comme éditrice, puisque je reconnais vraiment que ce n'est pas quelque chose que j'avais anticipé quand j'ai monté le concept de collection. Donc, on travaille à l'atelier des Noyers. Moi, je m'occupe de l'éditorial. J'ai Céline qui fait les maquettes et qui travaille aussi avec Colline. Depuis le mois de janvier, Marie, ma fille, nous a rejoint pour tout ce qui est développement. Et en fait, on travaille d'art pour mettre en avant la poésie partout, dans tous les lieux. Que ça soit au sein de lecture publique dans les bibliothèques, dans les librairies, dans les salons. Si on regarde la manière dont se répartit l'ensemble de notre travail, on est à peu près on est autodiffusé et autodistribué, mais en librairie, ça va représenter à peu près la moitié la moitié du chiffre que l'on fait dans l'année. Et ensuite, le reste, ça va se répartir en salon. On est très souvent sur le terrain, entre 30 et 40 week-ends dans l'année. Donc, c'est une véritable passion dévorante, dirons-nous. Et également ponctuellement, lors de rencontres dans les bibliothèques ou dans les lieux où nous sommes sollicités comme les MJC. Le constat, c'est aussi pour nous que la poésie a du mal à vivre seule. Alors, elle se vend en librairie, mais on n'a pas toujours des rayons importants pour la poésie. Et le fait de la donner à entendre et de la présenter au travers d'autres formes permet justement de développer cette collection. Donc, on travaille aussi avec, on est sur la route pour présenter des expositions. Actuellement, on a une exposition labellisée par le CNL qui s'appelle « Voyage en paysage » au pluriel, qui tourne avec 12 titres de la collection dont on présente des originaux et pour lesquels nous avons monté un programme pour la semaine avec des scolaires, avec une lecture musicale, avec différents éléments. Donc, on a déjà été à Dijon, on a été à Reims au mois de février, là, ce mois-ci. On va aller dans l'Allier à Souvigny et on terminera notre tournée par PEM au mois de mai, avec toujours l'idée qu'en fait, l'exposition permet de retourner vers le livre et le livre de retourner vers les originaux.
Donc, c'est une manière aussi de valoriser le travail des plasticiens qui œuvrent pour l'atelier des Noyers. Sur l'ensemble, on va avoir un petit peu plus de… Alors, ça change en fonction des projets en route, mais on va dire grosso modo un peu plus de 35 auteurs et un peu plus de 35 plasticiens. On a des fidèles de la première heure qui ont plusieurs titres. Et avec cette particularité que, sauf exception, il doit y en avoir 2 ou 3 au catalogue, c'est toujours l'émotion de la première rencontre, parce que ce qui se passe entre un auteur et un plasticien, homme ou femme, lors de la première rencontre dans le travail est une chose particulière et une chose que j'affectionne vraiment, parce que je pense qu'il se donne à cet endroit-là quelque chose que l'on ne retrouve pas forcément dans une deuxième ou troisième collaboration. Donc, on privilégie, même si on a… ça a été une véritable, une véritable entrée en amitié et en suivi de son travail. Et là, nous allons sortir, mis en image par une plasticienne qui s'appelle Auque, un texte qui s'appelle Camille, qui est un hommage à Camille Claudel, donc autour de la sculpture, autour de la difficulté, de la solitude et de l'expérience de vie très particulière qu'a connue Camille Claudel. Et enfin, ça y est, encore un, et c'est encore juste le dernier, je donne juste le dernier, qui s'appelle Dernier Round, qui est de notre auteur des Caraïbes, Jean-Claude Maille, avec Lisa Squette, plasticienne bretonne, qui est un texte, un hommage à Marcel Cerdan et à Édith Piaf sur le thème de la poésie autour de la boxe. Tous les sujets peuvent entrer en poésie, pour autant que la plume et les pinceaux soient là. Donc voilà pour la présentation générale, et vous avez sur notre site à disposition notre catalogue et également notre répertoire, puisqu'on a conçu un répertoire présentant l'ensemble des auteurs et plasticiens que nous mettons à jour chaque année en fin d'année pour avoir l'ensemble des éléments. Donc voilà pour la présentation. Je suis dans les temps? Pile poil? C'était parfait. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est dans les temps. Allez. Donc, on viendra te voir. On revient aux questions après. Ça marche. On viendra te voir tout à l'heure, puisqu'il y a déjà une petite question. Donc, je passe la parole à Alain Poncet pour les éditions La Clé à Molette. Oui, bonjour à tous. Petite vignette et qui arrive. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Vous m'entendez? À toi de jouer. Oui. Alors, La Clé à Molette, c'est une maison d'édition qui se consacre à la littérature, toutes les formes de littérature, puisque en construisant nos collections, on a réussi à avoir d'abord une collection romanesque, je veux dire, à base de romans et de récits, puis une collection un peu plus spécialisée qui s'appelle Théodolite, je sais pas si… qui est… je me vois en tout petit, ah oui, c'est normal. Et nous, devant tout grand. Donc, qui est dédié à l'amour de la nature et on va dire à l'écologie, mais d'un point de vue littéraire, pas forcément manifeste ou essai ou essai économique. Donc, on a toute cette collection-là qui a eu un grand succès. Bon, La Clé à Molette, nous, on en reste à 25 livres en 8-9 ans, parce que moi, je continue à travailler. Je suis directeur artistique dans une collectivité. Donc, même si j'ai pris un 80% l'année dernière, je ne peux pas produire plus de 1 à 4 livres dans l'année si tout va bien. En revanche, on est bien organisé au sens où je me suis attaché à faire ça d'une façon professionnelle. C'est-à-dire qu'on fait tout comme les grands, notamment avec un distributeur et un… Je vais essayer de me mettre en grand parce que ça me choque peut-être. Donc, avec un diffuseur et un distributeur qui s'appelle Pan Diffusion pour la diffusion et Serendip Livre pour la distribution. Et donc, on trouve les livres de La Clé à Molette potentiellement en France, en Belgique et même en Suisse. Voilà. Nous, on a un modèle d'impression classique, c'est-à-dire qu'on imprime de 500 à 1500 exemplaires dès le départ. Et puis, on essaie de les écouler. On fait quand même pas mal de salons. On aime bien faire aussi des prestations et des rencontres, des lectures musicales, des choses comme ça. Ce que je peux faire, c'est vous présenter… oui, alors, non, je vais vous présenter en fait par collection
Donc, dans la collection, la première collection qu'on a fait, c'est une collection qui s'appelle Odéida. Donc, Odéida, c'est à la fois le nom d'une ville en péninsule arabique où il se passe des choses très moches en ce moment, mais c'est une des interjections, un des mots mystères que lance Alex dans le livre d'André Dhôtel, qui s'appelle Alex dit n'importe quoi, qui est chez Gallimard. Et puis, voilà, ça c'est le dernier de la collection. Voilà. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont soit des auteurs contemporains, vivants, soit de la réédition. Donc, on a beaucoup réédité d'André Dhôtel. J'en ai réédité 2 et j'en ai encore un en préparation. Donc, ça fera 3 livres d'André Dhôtel en collection romanesque. Donc, ça nous a donné une espèce de notoriété, on va dire, d'assise. Voilà pour ce qui est du roman. On a eu un prix pour un roman qui s'appelle Suzanne et l'influence. On a eu le prix Marcel Aimé 2017, qui est un prix, on va dire, lié à la Franche-Comté, de l'agence, je ne sais plus comment ça s'appelle comment le David ? Lalac, voilà. Lalac, voilà. C'est Lalac, c'est l'agence du livre et des auteurs comtois qui donne deux prix, un pour un essai et un pour un roman. Donc, on a eu la chance pour le premier livre, le premier roman édité de Frédéric Cosnier à Besançon d'avoir ce prix. On était très contents. Quoi dire d'autre ? Donc, très vite, on était confronté aussi à accueillir de la poésie, puisqu'on accueille toutes les formes de texte. Dans la collection Théodolite, on a accueilli beaucoup de poésie liée à la nature, au sentiment de la nature, à l'idée aussi que, en réinjectant ça dans la littérature, on peut avancer en écologie, dans l'approche qu'on a dans l'hypercapitalisme qui est ancré au cœur de nos cerveaux. On peut peut-être faire évoluer des choses et recomposer un peu nos façons de penser et nos cerveaux. C'est pareil, on y a mixé de la réédition, puisque j'ai un texte d'André Beclerc qui est de 1928, qui est un texte magnifique. Alors souvent, au départ, moi j'avais une hantise, c'est de ne pas avoir l'air régionaliste. Je pense que j'y suis parvenu par la qualité des textes. En revanche, on habite aussi quelque part, donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont, on va dire, régionales. Et notamment, par exemple, le dernier livre qu'on a édité en Théodolite, c'est le livre de Mathieu Messager. C'est un des derniers, c'est le dernier texte publié de Mathieu Messager à l'heure actuelle. J'avais commencé à travailler avec lui, donc qui est un poète mondialement connu, mais qui était isolé par un handicap chez lui depuis 30 ans. Enfin, c'est quand même un poète à plus de 120 livres, quand même, donc, et qui a été édité principalement dans la collection Poésie chez Flammarion. Donc, j'avais fait ce texte avec lui, que j'ai terminé après son décès. Voilà, c'est du local, mais en même temps, c'est du local magique parce que ça permet de rencontrer les gens, ça permet de les voir, ça permet de participer à une histoire, etc. Mais on a beaucoup d'auteurs qui ne sont pas franc-comtois. Alors, de formation, moi, je suis directeur artistique et je suis graphiste, donc j'ai fait des collaborations aussi fructueuses, donc et du coup, on a une facilité assez importante à pouvoir faire du beau livre. Donc, on a fait, dans cette collection-là qui s'appelle Documents, on a fait un livre sur les 90 ans du FC Sochaux. Le chargé de com, enfin le directeur de la com du FC Sochaux, c'est quelqu'un qui a fait des études d'histoire et qui est très littéraire. Donc, c'est un livre qui a une valeur littéraire et qui pouvait rentrer chez nous. On a l'habitude de collaborer avec les musées de Haute-Saône pour faire des choses qui sont relatives au pôle ethnographie ou ethnologie, les deux sont un peu similaires, des musées de Haute-Saône, donc on a des projets en cours dans ce domaine. J'avais commencé par un livre qui était une monographie d'artiste. Voilà. Et puis on peut aller jusqu'à produire des choses un peu hybrides. Là, c'est un DVD pour les musées de Haute-Saône à Champlit. Et puis, on a en préparation un livre CD. Avec tout. Voilà, donc on peut aller jusqu'à fabriquer des objets ou aussi participer à des objets hybrides comme ça, ce qui peut être très intéressant. Et puis, finalement, c'est des collaborations
qui sont enrichissantes pour la clé à molette, ça reste quand même dans la collection que j'ai créée pour ça, ça reste quand même avec une bonne valeur. Et puis, ça nous permet aussi de produire des choses plus difficiles à vendre. Forcément, la poésie, si on ne fait pas 30 salons par an, ou si on ne consacre pas 30 week-ends par an, c'est un petit peu compliqué à vendre en librairie, on va dire. Et voilà. Et donc, ce que je voulais dire, ce que je peux dire, c'est que, voilà, j'en étais là. À force de faire de la poésie, on a eu l'envie de créer une collection de poésie. Donc ça, c'est le premier numéro d'une collection qui s'appelle Voix dans l'orme, qui va être consacrée uniquement à la poésie. Et ça, c'était donc de Frédéric Cosnier. On a un deuxième en préparation, bientôt un troisième. Et puis, on va voir comment ça se passe économiquement, parce que c'est quand même pas si facile qu'on peut le dire. Surtout nous, moi, je fais ça aussi pour le plaisir, donc je fais pas tellement de marketing, c'est beaucoup le coup de cœur, c'est beaucoup la qualité du texte qui nous donne envie de le faire ou de ne pas le faire. C'est aussi une relation avec les auteurs qu'on apprécie. Si elle peut rester de très bonne qualité et presque sur la voie de l'amitié, c'est très bien. C'est pour ça aussi qu'on réédite souvent. Souvent, j'ai fait 4 livres avec Frédéric Germano, par exemple, qui habite Angers. Dans le temps où on a fait ces 4 livres, elle a arrêté son métier de juriste pour devenir écrivain à plein temps, pour tenter de vivre de son écriture, soit par l'édition, soit par la médiation, etc., soit par les résidences. Voilà, on essaie d'accompagner, on est un peu agent d'auteur aussi un petit peu, parce qu'on les accompagne, on déclenche des choses, genre des résidences possibles, des rencontres, des lectures musicales. À titre d'exemple, l'année prochaine, Pays de Montbéliard, parce que j'habite à Montbéliard, donc le Pays de Montbéliard a porté sa candidature pour être capitale française de la culture. Et ils ont gagné l'épreuve, on va dire, c'est eux qui ont été choisis, face à Bourg-en-Bresse et Alès, je crois. Et donc, dans ce cadre-là, moi, on m'avait demandé de déposer un dossier. Donc, à l'occasion des 10 ans de la Clé à molette, l'année prochaine, on va faire une grosse fête, on va dire, éco-poétique autour de la Clé à molette. Sauf que là, au lieu de faire une rencontre à 80 personnes, on va essayer de faire une rencontre à 350, 450 personnes. On ne sait pas exactement si on va y arriver, mais avec l'aide de la communauté d'agglo du Pays de Montbéliard, on va travailler avec un écrivain qui sera en résidence à l'année. Enfin, il y a des projets comme ça qui se développent, qui peuvent être très intéressants, qui sont motivants et qui font partie du travail de l'éditeur. Sans revenir sur l'aspect administratif qui, moi, commence à me peser beaucoup, parce que porter une maison d'édition tout seul, c'est quand même un petit peu compliqué. Avec plein d'énergie, je l'ai fait pendant des années, en espérant que j'allais pouvoir finir mon vrai travail, puis me consacrer pendant une dizaine d'années à la Clé à molette. Bon, si la réforme des retraites, dont tout le monde a entendu parler, passe, je reprends presque un an dans la vue, donc c'est compliqué, mais je reste positif. Et puis, je suis bien content de faire tous ces livres. Voilà. Alors, j'avais fait aussi des petits Leperolo, mais que tout le monde connaît, parce que je n'ai pas refait depuis longtemps. Voilà, ces petites choses-là qui se déplient comme ça. Tout le monde a peut-être vu. Hop. Donc, dans cette collection qu'on appelait En petite forme, il n'y a presque pas de mots, c'est surtout de l'image. Quand il y a des mots, c'est qu'ils sont intégrés dans les images, à la prise de vue, par exemple, ou dans la démarche de l'artiste. Donc ça, c'était plutôt plasticien, ça s'appelait En petite forme. Ça nous intéresse aussi de travailler avec des plasticiens, mais dans le cadre de développement de projets. Et puis comme on a envie de faire beaucoup de choses, on est en train de développer aussi des projets pour
pour l'instant, quand je fais appel à l'illustration, c'était sur la couverture des romans. Donc, on a fait appel à des illustrateurs qui sont des illustratrices d'ailleurs, la plupart du temps, quasiment toujours. Voilà, donc on prend un risque quand on essaie de faire une illustration pour illustrer un roman. Bon. Voilà, ça c'est un illustrateur pour le coup. Donc, on essaie de faire une illustration qui donne envie de lire le roman. Mais là, je vais développer un projet avec... où est-ce que j'ai posé ça? Donc, le dernier d'hôtel que je ferai, en fait, ça sera un récit qui, à l'origine, est un récit pour enfants. C'est un texte de 63 qui s'appelle « Les Lumières de la forêt », que j'ai bien fait de réserver chez le fils d'André Dhôtel parce qu'il a été demandé par plusieurs éditeurs depuis, parce que Dhôtel a une certaine permanence ou rémanence, je ne sais pas quoi. Et on va le faire avec Margot Otatz, qui a publié Une nuit d'été. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre magnifique chez Magnani, sans parole du coup. Et donc, elle va illustrer les lumières de la forêt, elle est en train de le faire. Et donc, on aura quelque chose qui sera une fable écologique destiné aux enfants. Ça, c'était un livre de classe pour le cours moyen première année, mais qui est très lisible pour des adultes bienveillants, on va dire, qui ont envie qui n'ont pas envie de lire que des polars. Et donc, on va remettre par des illustrations, un cahier d'illustrations contemporaines, on va remettre ce livre, on va en faire un vrai mini-roman alors que c'était un livre de classe. Voilà. L'environnement, le souci de l'environnement, le souci de l'écologie, c'est quelque chose d'important chez nous. Donc, moi, tous mes livres, jusqu'à maintenant, ils sont imprimés en Bourgogne-Franche-Comté, soit en Franche-Comté, soit en Bourgogne. On a des très bons imprimeurs pour ça, spécialisés des fois, en plus, dans ce qu'on appelle le livre noir, c'est-à-dire le roman, en fait, enfin, le livre avec que du texte. Donc, on réussit à être sur des circuits relativement courts. J'ai beaucoup réfléchi sur comment faire des livres un peu écolo. Bon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose pour dire qu'on soit vraiment écologique. Peut-être juste supprimer le pelliculage. Voilà. Le plus grand progrès de l'impression et des imprimeurs, ça va être de trouver autre chose que de plastifier les livres pour que ça devienne des briques et que ça ne se corne pas. Et même nous, en tant qu'acheteurs et en tant que lecteurs, il faudra qu'on s'habitue peut-être à acheter un livre qui a petite corne ou qui s'abîme, qui n'est pas parfait, etc. Voilà ce qu'on peut dire. Écoute, Alain, je te remercie parce que ça fait effectivement 15 minutes. Déjà? Et oui, pourquoi pas. Tout comme Claire. Donc, il me semble qu'il y a quelques petites questions que ma collègue Adèle, qui m'assiste depuis toujours, va poser. Alors, une question pour la clé à molette. Où êtes-vous basé? Et puis également une question à l'attention de l'atelier des noyers, pour savoir si vous disposez d'un agenda où retrouver toute votre actualité, les expos, les salons que vous organisez. Tu réponds à l'un d'abord? Tu veux répondre? Non, je vais répondre. Moi, je suis à Montbéliard, j'ai oublié de le dire. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle la clé à molette, parce que en fait, ça correspond à plusieurs choses. Ça permettait d'évoquer le Nord-Franche-Comté industriel. Ici, c'est un bassin industriel, hein, le Nord-Franche-Comté, avec Peugeot, avec Belfort qui est industriel également. Enfin, donc, la clé à molette, ça vient d'une part du roman de Primo Levi que je vous montre, qui s'appelle La Chiave a Stella en italien, qui s'appelle La clé à molette en français. C'est la rencontre d'un technicien et d'un ingénieur sur un chantier. Et ils passent leur soirée à se raconter des histoires. C'est surtout le technicien qui fascine l'ingénieur par sa compétence à créer une espèce c'est un peu conte et légende de la vie du technicien qui a été sur tous les chantiers du monde, etc. Donc, c'est un roman assez passionnant. Et je trouvais que ça reprenait bien l'ambiance ici, qui est très technicienne. Et on peut repartir de ça pour essayer de réintroduire de la poésie, du romanesque, de l'écho poétique et des choses comme ça. Voilà.
Et moi, pour répondre sur la question de l'agenda, nous annonçons mensuellement sur la page Facebook de l'atelier. J'ai oublié de dire qu'on avait une page Facebook, une chaîne YouTube et un Instagram. Donc, sur la page Facebook de l'atelier, tout ce qui est manifestation extérieure est annoncé. Et nous envoyons aux libraires et bibliothécaires qui nous commandent une newsletter au moment de la parution des ouvrages. En général, on fait c'est à peu près par trimestre, grosso modo, lorsqu'il y a à peu près 4 ouvrages de sortie, on fait une newsletter pour indiquer le contenu et la présentation de l'ouvrage. Ok, merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question du coup, Claire. Oui. Je voulais que tu nous parles un petit peu des prix, pas des prix, le prix de chaque ouvrage, parce que je sais que au départ, la maison était lancée aussi un petit peu pour rendre un peu plus accessible la poésie, on va dire. Voilà, je voulais que tu développes un petit peu par rapport à ça. Alors, sur la politique de prix, on a une particularité que l'on verse des avaloirs aux auteurs. On fait des contrats d'édition et au moment de la parution de l'ouvrage, on verse un avaloir et à l'auteur et au plasticien. Ça, c'est pour le cadre général. Pour le prix des ouvrages, quand j'ai monté en 2015 le concept au niveau économique, le prix de l'impression représentait entre 20 et 25% du prix du livre. Nos ouvrages, les petits carnets sont à 10 € et le plus cher, il y a un collector pour le projet Vincenot qui est à 18 € sur un grand format A4. Mais sinon, c'est 10, 12, 14 et 15 €. Et là où on était entre 20 et 20% de prix de papier en 2015 lorsqu'on a monté les devis, on est maintenant entre 33 et 35%. Et sachant que étant autodiffusé et autodistribué, nous envoyons par la poste et que les frais postaux ont augmenté de manière considérable. Le papier a pris à peu près 30% dans la dernière année. Et au niveau des frais postaux, là où on envoyait en tarif lent, je dirais, à 10 centimes près, je crois que c'était à 1,86, on doit être maintenant à 2,86 ou 2,56. Donc, ça pose une véritable question sur l'économie d'ensemble, puisque nous, on est sur des petits tirages. Donc, au niveau de l'équilibre, c'est compliqué. Pour l'instant, le choix que j'ai fait est pas un choix économique, c'est le choix de continuer comme ça au moins sur l'année 2023, mais on va être obligé de réviser nos prix et de peut-être passer à 11 € pour les petits carnets ou 12 €, ça va dépendre encore des augmentations de papier. Mais l'idée, c'est qu'un objet pour lequel les personnes qui n'ont peu de moyens sont prêts à mettre 10 €, 12 €, on est sur une autre échelle et c'est compliqué parce que le pouvoir d'achat a baissé, bon, c'est pas vraiment un secret. Et donc, on est sur quelque chose qui reste précaire, enfin, ou au moins fragile. Sachant que quand on avait monté, pour fixer le prix de nos ouvrages, le premier titre avait été tiré en prototype à 80 ou 100 exemplaires. On l'a distribué aux libraires, aux bibliothécaires et on a demandé un retour sur le fond et sur la forme et sur le prix qu'ils seraient prêts à mettre. Et eux, à l'époque, disaient déjà entre 10 et 12 €. Et le choix que j'avais fait de 10 €, c'était aussi pour le côté pratique pour les salons par rapport à la monnaie et aussi sur le fait de rendre les choses accessibles à un plus grand nombre. Maintenant, il est vrai qu'on va se poser la question de la suite. Alors, quand certains titres passent la barre pour écraser la valoir, il faut qu'ils passent la barre des 500 ou des 600. Ceux qui ont passé cette barre-là, on n'est pas trop mal. Pour les autres, il y a beaucoup de titres qui ne sont pas encore à l'équilibre. Mais l'édition de poésie, de toute façon, c'est sur un fil. Donc, on aime bien le côté funambule. Sinon, on choisirait de faire autre chose, je pense aussi. Merci beaucoup. Une question, est-ce qu'en passant par un transporteur, cela pourrait réduire les coûts et rendre plus fluide la diffusion? C'est pour moi la question, Gaëlle? Oui. Alors, le problème, c'est que comme tu as pu voir les couvertures qui sont extrêmement fragiles et pas pelliculées, si je prends un diffuseur-distributeur, je vais forcément avoir des retours qui vont partir au pilon. Et par principe, je pense que le pilon est une hérésie, donc ça m'obligerait, là où je suis avec des tirages actuellement à 100 pour démarrer, quand je vais sur des choses qui sont nouvelles, qui sont expérimentales, je serai obligée de passer au minimum à 200, 300, voire 400 pour pouvoir mettre en diffusion et avec absolument pas la certitude qu'il y ait le marché pour ces éléments-là. Donc, dans le choix que j'ai fait actuellement de la ligne éditoriale, c'est pas quelque chose que j'envisage, même si on arrive à un plafond où de toute façon, étant seule pour expédier, je vais pas pouvoir, si le volume d'activité augmente encore, je vais être obligée de réfléchir à cette chose-là autrement. Mais pour l'instant, on tient avec la Poste et on tient avec le nombre de commandes servies sous 48 heures pour la facturation en dehors du samedi-dimanche. Et c'est un travail un peu de dingo, mais ça permet de diffuser la poésie. Merci.
J'ai une petite question moi, pour Alain. Je voulais que tu reviennes un petit peu sur la charte graphique de la maison d'édition. Et que tu mets un point d'honneur, effectivement, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, à travailler avec des illustrateurs, à passer des commandes. Mais moi, j'aime beaucoup la collection Théodolite. Et je trouve qu'il y a une ligne graphique, effectivement, extrêmement marquée que tu as développée. Et si tu pouvais nous en parler un peu plus. Théodolite, le théodolite, c'est l'instrument qu'on voit le long des routes, qui est électronique maintenant, mais qui était optique avant, qui sert à prendre des angles, corriger de l'altitude ensuite, et ça permet, par triangulation, de lever les cartes. Il y a beaucoup de triangulation chez Jules Verne, par exemple, et, dans les romans d'aventure du 19e siècle. Et donc, c'était l'idée que par la littérature, on pouvait réinventer le monde. Donc, en fait, la couverture, on a mis des rabats là, dans cette couverture-là. C'est une couverture peau, c'est une couverture qui recouvre l'ensemble du livre. Et après, je me débrouille un petit peu pour placer le titre et placer les textes derrière, sans faire d'effet calque ou de choses comme ça. Et là, j'ai démarré ça avec comment elle s'appelle, avec Juliette Léveillé, qui a fait l'ensemble des illustrations. Donc, la collection, c'est plutôt une collaboration avec une illustratrice contemporaine. Donc, Juliette, je pense qu'elle a fait les Arts Déco de Strasbourg. Vous savez qu'à Strasbourg, on a une très bonne école qui forme beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices en illustration contemporaine, qui sont aptes à travailler avec la presse. Donc, moi, tous les illustrateurs de par mon métier, qui est d'être directeur artistique par ailleurs, dans le graphisme, j'ai l'habitude de travailler avec des illustrateurs pour des projets d'affiches, des choses comme ça. Donc, j'aime bien travailler avec des illustrateurs qui sont en fait professionnels, au sens où ils savent travailler dans des contextes avec des briefs, ils travaillent pour la presse, ils travaillent pour des revues, des choses comme ça. Et souvent aussi dans la presse, enfin dans le livre pour enfants, parce que c'est un débouché important pour les illustrateurs. Et puis j'essaie de les contacter avant qu'ils soient mondialement connus, ce qui peut arriver quelquefois. Enfin, c'est une pratique que j'ai beaucoup développée dans mon autre métier, à la communication du département du territoire de Belfort, parce que ça permet de pouvoir les avoir à des prix normaux. Après, une fois qu'un illustrateur a un agent, etc., il va plutôt travailler pour l'industrie du luxe. Donc, les prix ne sont pas les mêmes, puisque une fois qu'ils ont un agent, par exemple, ça peut quand même doubler le prix carrément. Voilà, donc c'est un certain coût, ça vient un peu, enfin, il faut le faire rentrer dans le budget du livre, hein, mais c'est un travail intéressant. Et puis ça donne, pour cette collection, ça donne nettement la personnalité de la collection. Il y a des petits secrets des fois, parce que là, je ne sais pas si on le voit, mais quand on déplie le livre, là on ne voit peut-être pas, mais quand on le déplie, on voit bien qu'il y a un renard dans le paysage. Tout à fait. Et on peut l'emmener vers des choses plus abstraites, là, comme c'était pour Mathieu. Le recueil est consacré au fleuve, hein, c'est Épigraphie d'un fleuve. Et donc, épigraphie d'un fleuve, c'est quand même un contresens total, parce que l'épigraphie, normalement, c'est des choses écrites sur la pierre, essentiellement sur la pierre. Donc, épigraphie d'un fleuve, c'est quelque chose qui est flottant. Et puis, on est présent dans quelque chose qui peut être un tourbillon, mais qui peut être aussi des neurones ou de la fibre musculaire. C'est un peu des choses qui sont quand même réfléchies. Il n'y a que celui-là qui est particulier, parce que là, le livre Chemin de traverse sur Josette Coras, on a retrouvé 30 cahiers après le décès de cette plasticienne, qui était une graveuse émérite au burin. Donc là, on a utilisé une gravure de Josette Coras. Donc celui-là, il est un petit peu en dur de trucs. Et puis, il y a une espèce de best-seller là, qui est Journal pauvre de Frédéric Germano, où on a essayé de bien montrer
tout ce que le fait de s'arrêter de travailler pouvait aussi changer en termes de… Le fait de s'arrêter de travailler et d'avoir un petit revenu, ça a changé complètement la sociologie, les rencontres, les relations qui ne sont plus des relations de travail, mais qui sont d'autres formes de relations, le glanage, l'accueil comment on appelle ça, le troc, enfin des choses comme ça. Donc, voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Il est 10h20, donc on a légèrement dépassé le temps qu'on se donne. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tout le monde. Le prochain Expresso, c'est le 4 avril, lundi 4 avril. Vous pouvez évidemment retrouver les publications de l'Atelier des Noyers et les clés à molette sur leur site respectifs. L'émission est enregistrée, Espresso, et sera disponible sur notre site dans quelques jours. Donc voilà, si vous voulez la revoir ou l'écouter, un petit passage. Il y a aussi évidemment tous les 5 premiers déjà, puisque c'était le 6e aujourd'hui. Et puis, ben voilà, merci encore Alain, merci Claire, merci à toutes et à tous d'être là. Et puis j'espère au lundi 4 avril. Merci beaucoup, bonne journée.